Dijon, 1816. Jean Dard, jeune professeur de mathématiques, se prépare à un voyage de plusieurs semaines à bord d'un navire qui doit le mener à Saint-Louis du Sénégal, un comptoir commercial où il sera chargé d'enseigner le français aux jeunes autochtones. Cela fait maintenant 3 siècles que les Européens sont présents sur les côtes du continent africain. Saint-Louis est fondé par les Français en 1659 et se spécialise rapidement dans l'exportation d'or, de gomme arabique et d'esclaves. Un siècle plus tard, à la suite de la Révolution de 1789, Saint-Louis obtient le statut de commune française. Si ce statut n'offre aux locaux que des droits partiels, il permet à la France d'implanter une première forme d'administration coloniale sur le continent. En 1816, Julien Schmaltz devient le premier gouverneur du Sénégal. À peine entré en fonction, le gouverneur envisage déjà de tenter des incursions vers l'intérieur des terres, dont les richesses demeurent encore inconnues. Cependant, les populations qui y vivent sont hostiles à l'avancée des colons, et pour pacifier ces territoires, il comprend rapidement qu'il lui faudra former des indigènes connaissant le français afin qu'ils lui servent d'intermédiaires. Lui vient alors une idée. Créer la première école française du Sénégal. Par missive, il réclame au ministère de la Marine et des Colonies l'envoi d'un professeur de français. Le choix se portera sur Jean Dard. Le premier cours se donne en mars 1817. Dès les premiers jours, Jean s'aperçoit qu'il a face à lui des élèves pour lesquels le français est une langue totalement étrangère. Par pragmatisme, il décide de mettre en place un enseignement à la fois mutuel et bilingue. C'est inédit. Les élèves apprennent à lire et écrire dans leur langue maternelle avant de passer au français, tandis que les élèves les plus doués viennent en aide à leurs camarades en difficulté. Jean s'intéresse également à leur langue, allant même jusqu'à publier quelques années plus tard le premier dictionnaire français-wolof et français-bambara. Cependant, dans le contexte culturel et politique de l'époque, cette approche rencontre très peu d'enthousiasme auprès de l'administration française, qui ne voit dans les langues africaines que des patois ou des jargons informes. Le professeur fait l'objet de nombreuses attaques et, sans doute par découragement, finit par retourner en France en 1819. Cela ne veut pas dire pour autant qu'en ce début du XIXe siècle, l'administration coloniale ait souhaité répandre la langue française pour elle-même. L'enseignement du français est alors uniquement considéré comme un instrument dont dispose le pouvoir colonial pour assurer la gestion du territoire et exploiter les immenses ressources dont regorge le continent. L'Afrique se caractérise par une diversité linguistique vertigineuse. Des centaines de langues sont souvent parlées sur un seul et même territoire. Et si certaines langues jouissent d'une diffusion plus large, comme le peul, à l'exception du français, aucune langue autochtone ne peut permettre à la France de gérer l'ensemble des territoires à conquérir. Il est donc impératif de poursuivre l'enseignement du français pour former des commis, des comptables, des secrétaires, des interprètes, en somme, toutes les positions subalternes qui seront occupées par les indigènes. Le baron Jean-François Roger, nommé nouveau gouverneur du Sénégal en 1822, en comprend les importants enjeux commerciaux. Je fonde sur ces jeunes gens de grandes espérances. Quels débouchés ne peuvent-ils pas offrir à notre commerce? Il leur est réservé peut-être aussi de nous faire connaître Tombouctou et le cours et l'embouchure du Niger et tous les mystères de l'Afrique intérieure. Le baron Roger se veut ambitieux et décide d'ouvrir d'autres écoles. Pour ce faire, les autorités coloniales optent pour une approche confessionnelle en sollicitant l'aide de congrégations religieuses installées dans la colonie depuis 1817. Le projet est un succès et incite l'administration à faire appel à davantage de missionnaires. Une fois installés, ceux-ci agissent à leur guise, leur seule directive étant d'enseigner en français. Quelques années plus tard, un projet d'école secondaire où des éléments de latin, d'histoire, de géographie et de dessin seraient enseignés selon les normes de la métropole est même envisagé. Cependant, de peur que trop d'instructions ne nuisent aux intérêts coloniaux, le projet est rapidement abandonné. L'on se contentera de former des Africains utiles à l'économie. L'absence de méthode clairement définie démontre ainsi qu'à ses débuts, l'administration coloniale française n'avait pas de véritable politique assimilationniste. Mais cet état de fait est en passe de changer radicalement. Louis Faidherbe est nommé à la tête de la colonie en 1854. Sous son impulsion, l'administration coloniale crée les premiers jalons de la future Afrique occidentale française, en étendant fortement l'influence de Paris dans la région, et investit également dans le développement de la colonie.
Le port de Dakar est créé et le projet de chemin de fer Dakar-Niger est mis en branle. Mais surtout, Faidherbe met en place une première véritable politique assimilationniste. Si l'administration coloniale a renoncé à subordonner l'instruction des indigènes à leur conversion religieuse, Faidherbe met tout de même en place une politique franco-centriste, estimant que seule la langue française doit être utilisée dans la totalité des institutions, de l'armée à l'école. Au-delà de l'assimilation culturelle, il mène d'intenses expéditions armées contre les Maures, les Tout-Couleurs et les Wolofs et applique une politique de division des classes dirigeantes locales. Pour s'assurer la soumission durable des peuples indigènes, en 1855, il ouvre à Saint-Louis l'école des otages, qui, comme son nom l'indique, prend en otage les fils de chefs et de notables dans le double objectif de contrôler ces derniers et de former des alliés francophones pour le pouvoir colonial en utilisant les hiérarchies traditionnelles. Cette approche pragmatique est indispensable à cette époque dominée par la recherche d'une sécurité complète pour le commerce du fleuve Sénégal et le processus de pacification des terres intérieures qui se mêlent étroitement à la volonté d'une maîtrise pratique de l'environnement dont l'exploitation et la mise en valeur commencent à peine avec Faidherbe. Le capitalisme industriel européen, en pleine explosion, cherche à maintenir ses taux de profit en exploitant toujours davantage d'hommes et de marchés. En cette fin du XIXe siècle, il est temps de réguler l'expansion européenne en Afrique pour que les capitales du vieux continent puissent s'en départager les abondantes ressources. Le partage de l'Afrique est établi lors de la conférence de Berlin de 1885, déterminant des frontières qui demeureront largement inchangées par la suite. La France entame alors une véritable politique civilisatrice, influencée par les succès de la centralisation qu'il impose sur son propre territoire. Car si la carte linguistique africaine est sur le point d'être redessinée en profondeur, la France n'est pas en reste. Dans les années 1881 et 82, Jules Ferry, alors ministre de l'Instruction publique, introduit des réformes majeures dans le système éducatif français. À présent, seule la langue française sera autorisée. La France se meut peu à peu en un État unilingue où les langues régionales n'ont plus droit de cité. La centralisation linguistique devient une politique en soi qui s'exporte jusqu'en Afrique. En 1883, Ferry soutient la création de la célèbre Alliance française, une institution privée bénéficiant du soutien moral et financier de l'État. Les membres de son comité d'administration, parmi lesquels figure Louis Faidherbe, sont tous liés à l'expansion coloniale. Et l'article 1er de ces statuts précise bien qu'elle a pour objet de répandre la langue française hors de France et principalement dans nos colonies et dans les pays soumis à notre protectorat. Avec Jules Ferry, la politique civilisatrice est en marche, car les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. La langue française devient langue de civilisation et l'école son principal levier d'action. Même si de tels propos peuvent choquer aujourd'hui, l'action de l'Alliance est largement soutenue par les politiques français de l'époque, dont le célèbre Jean Jaurès. L'Alliance a bien raison de songer avant tout à la diffusion de notre langue. Nos colonies ne seront françaises d'intelligence et de cœur que quand elles comprendront un peu le français. Pour la France, la langue est l'instrument nécessaire de la colonisation. Dès 1886, les écoles se multiplient sur tout le territoire de l'Empire. Les postes militaires abritent aussi des écoles pour former des interprètes, des ouvriers, des techniciens nécessaires à l'armée française et reçoivent même l'ordre de faire venir des enfants à l'école par la force, si nécessaire. Les instructions pédagogiques étaient bien entendu minimales, se limitant à l'enseignement du français, de la lecture, de l'écriture et du calcul. En 1903, Ernest Roume, gouverneur général de l'Afrique occidentale française, met en place des décrets pour centraliser l'enseignement laïque. L'enseignement sera à présent structuré en écoles de différents niveaux, régi par un schéma pyramidal avec des programmes distincts. Camille Guy, gouverneur du Sénégal, est rapidement chargé de mettre en place un réseau d'écoles de village, d'écoles régionales et d'écoles urbaines pour étendre le système scolaire sur la totalité du territoire colonial, quand les écoles missionnaires se concentraient essentiellement sur les centres urbains. Cependant, faire des Africains des Français d'intelligence et de cœur a un coût que l'administration coloniale ne peut assumer. Une école normale de l'AOF est alors créée au Sénégal en 1903 pour former des enseignants locaux, permettant ainsi de réduire les coûts en recrutant davantage d'instituteurs indigènes.
La nouvelle politique porte rapidement ses fruits, puisqu'entre 1904 et 1913, le nombre d'enseignants indigènes augmente significativement. Succédant à Roum en 1908, le célèbre William Ponty poursuit la politique de son prédécesseur et charge Georges Hardy, futur directeur de l'enseignement de l'AOF, de bâtir un véritable programme d'assimilation. Si la méthode d'enseignement est maintenant uniformisée et chapeautée par une idéologie assimilationniste claire, l'objectif principal n'a, quant à lui, pas changé. Il faut continuer de former un personnel directement utile au développement économique colonial, tout en évitant de dispenser une instruction trop poussée qui pourrait conduire les indigènes à embrasser les idées indépendantistes. De manière similaire à la division du travail, la division des écoles en fonction des zones géographiques a donc pour but d'optimiser l'exploitation des colonies. Dans les zones rurales, l'accent est mis sur le travail des champs, avec des jardins scolaires s'apparentant à de véritables fermes de production destinées aux populations européennes. La politique assimilationniste du pouvoir colonial français ne met pas fin à la guerre de classe. Et bien entendu, tout le monde n'a pas accès à l'école. À cette époque encore, l'administration française continue de jouer sur les structures hiérarchiques traditionnelles, en privilégiant les fils de chefs. Et, malgré l'aspiration des familles à scolariser leurs enfants, le nombre limité d'écoles constituait un obstacle majeur. Pour couronner le tout, la qualité de l'enseignement dispensé variait grandement en fonction de la zone géographique. Quand les écoles de village emploient des instructeurs sachant à peine lire, les écoles urbaines fonctionnent généralement avec un personnel européen selon les normes de la métropole. La structuration centralisée de l'enseignement sur l'ensemble du territoire colonial nécessitait la mise au point d'une méthode adaptée aux réalités locales. Dans les années 1910, l'administration coloniale va alors franchir une autre étape dans sa politique assimilationniste en créant de véritables méthodes d'apprentissage basées sur une culture franco-africaine artificielle. En 1915, paraît Moussa et Gigla, Histoire de deux petits noirs, la première méthode de français à destination des élèves africains. Puis, en 1930, la plus célèbre d'entre elles, Mamadou et Bineta, d'André Daven. Cet enseignant et écrivain, ayant passé une grande partie de sa carrière dans différents pays du continent, était un fervent assimilationniste qui voyait en la propagation de la langue un moyen pour la culture française de demeurer vivace sur le continent, et ce, quel que fût l'avenir de l'Empire. La méthode Mamadou et Bineta couvrait l'intégralité du cycle primaire. Bien que le livre symbolise l'archétype des méthodes coloniales, il connut un succès exceptionnel et était encore utilisé dans certains pays d'Afrique dans les années 2000. Tandis que la politique d'enseignement mise en place par Georges Hardy et William Ponty porte ses fruits en AOF, la situation en Afrique équatoriale française, elle, demeure instable. Bien qu'ils fussent présents sur le territoire gabonais dès les années 1820, les Français laissèrent l'enseignement aux mains des missionnaires, lesquels avaient seulement l'obligation d'enseigner en français. Bien entendu, dans cette partie de l'Empire aussi, on forme des indigènes devant être utiles au développement colonial. En 1910, Martial Merlin est nommé premier gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, fraîchement créé. Il tente, avec difficulté, d'organiser les services de l'enseignement. Dès 1918, un programme similaire à celui mis au point par Georges Hardy en AOF est appliqué. L'enseignement s'y divisera donc en 3 niveaux d'éducation: école de village, école régionale et école primaire supérieure, où les professeurs indigènes sont encore, en majorité, volonté de réduire les coûts oblige. Cependant, en dépit des régulations mises en place, force est de constater que l'instruction est en déclin en Afrique équatoriale française. Le nombre d'instructeurs est trop faible pour pouvoir subvenir aux besoins de l'enseignement. Cette situation est d'autant plus paradoxale que l'occupation française avait commencé avec une forte scolarisation. Vers 1880, presque tous les enfants de Libreville fréquentaient l'école. Or, dans l'entre-deux-guerres, les programmes, les horaires, les méthodes pédagogiques n'étaient pas même définis et aucune inspection n'était effectuée. Quant au gouverneur général, il se montre incapable de réguler les écoles privées. En dépit du décret de 1883 imposant le français comme langue d'enseignement, les écoles privées dirigées par des missionnaires n'en ont souvent que faire, privilégiant les langues locales pour faciliter le travail de catéchisme. En 1938, un rapport est adressé d'urgence au président de la République. Il est impératif de réglementer l'enseignement privé
en AEF. Albert Lebrun signe alors un décret présidentiel exigeant que l'enseignement dans les écoles privées se fasse exclusivement en français, avec des exceptions pour les écoles confessionnelles qui peuvent enseigner la religion dans les langues locales. Cependant, malgré ces réglementations, les établissements privés continuent souvent d'utiliser les langues africaines. Cette résistance s'explique par le fait que, les congrégations ne dépendant que de leur ordre, l'administration coloniale avait peu de leviers pour leur imposer de quelconques décisions, une réalité peu appréciée des gouverneurs généraux qui, à cette époque, exerçaient un pouvoir absolu sur leurs colonies. Un constat doit alors être fait. Les gouverneurs généraux sont incapables d'organiser l'enseignement. C'est dans ce contexte qu'entre en scène Marius Moutet. Nommé ministre des colonies en 1936, il encourage une implication accrue de l'éducation nationale dans l'éducation africaine, contrant ainsi la mainmise exclusive des gouverneurs généraux. Mais plus les jours et les mois passent, plus les heures de l'Empire sont comptées. En début d'année 1944, Charles de Gaulle convoque la conférence de Brazzaville, au cours de laquelle seront déterminés le rôle et l'avenir de l'Empire. La conférence promulgue l'abolition du code de l'indigénat, et de Gaulle affirme le lien définitif entre la France et ses colonies. Déclaration entérinée le 27 octobre 1946 par la Constitution de la 4e République qui consacre la création de l'Union française. Chaque ressortissant de l'Union possède, en théorie, le statut de citoyen. Après cette conférence, ont lieu de vifs débats sur les changements de politique éducative. L'administration française prône le maintien du système existant, avec sa division en zones géographiques. Or, maintenant que le code de l'indigénat est aboli, les partisans de l'éducation nationale et les élus africains plaident, eux, pour des réformes significatives, chaque citoyen devant pouvoir avoir accès à la même qualité d'enseignement qu'en métropole. Les écoles africaines doivent être intégrées à l'école française. Rapidement, des initiatives de transformation de l'école africaine voient le jour, telles que la création d'écoles secondaires. Aussi, la conférence de Brazzaville revêt-elle une importance capitale à plusieurs égards. En marquant la fin de la domination absolue des administrateurs coloniaux sur l'éducation en Afrique, elle a également ouvert la voie aux évolutions qui accompagneront la période de décolonisation qui s'apprête à voir le jour. Si la France a joué un rôle majeur dans la diffusion du français sur le continent africain, le rôle de la Belgique ne fut pas négligeable. En 1885, la Belgique se voit attribuer l'immense territoire du Congo. D'abord possession personnelle du roi Léopold II, la colonie devient le Congo belge en 1908. Tout comme la France, la Belgique voit en la langue un outil d'administration coloniale. Les politiques éducatives ont pour objectif de former une main-d'œuvre adaptée aux besoins économiques de la colonie. Cependant, les politiques mises en place par le royaume diffèrent quelque peu de celles de son puissant voisin. Alors que Paris exporte son modèle linguistique centralisateur, Bruxelles, peut-être en raison de son propre plurilinguisme, se montre plus attentive à la diversité linguistique africaine, du moins en apparence. Lorsque les Belges débarquent au Congo, le territoire est marqué par une remarquable diversité linguistique. Plusieurs centaines de langues y sont parlées, ce qui conduit le pouvoir colonial à rapidement choisir 4 lingua franca, le lingala, le swahili, le chiluba et le kikongo, qui serviront de langue véhiculaire entre le français et toutes les autres langues congolaises. Comme pour la France, l'enseignement diffère en fonction des zones géographiques. Les écoles dites officielles occupent la plupart des centres urbains et l'enseignement y est dispensé en français selon les normes de l'école belge. Quant aux écoles libres, les plus nombreuses, elles sont dirigées par des congrégations religieuses dispersées sur l'ensemble du territoire colonial. Les programmes y sont fixés par 2 textes successifs, en 1929 et 1938. Là encore, l'importance du français est fortement liée au type d'école, urbaine ou rurale. Dans les écoles rurales, l'accent est mis sur le travail manuel. Le programme comprend des exercices réguliers, notamment dans le domaine de l'agriculture, et l'enseignement est dispensé dans l'une des 4 langues véhiculaires. Dans les écoles urbaines du premier degré, où les élèves sont destinés à des études plus avancées, une part plus importante est réservée à l'enseignement du français. Toutefois, la formation au travail et à l'effort continue à être primordiale. Les écoles du second degré, quant à elles, étaient exclusivement urbaines et accueillaient les meilleurs éléments des écoles du premier degré.
Ces écoles préparaient les élèves à l'admission dans des établissements spécialisés où les indigènes seraient en contact avec des populations européennes et où l'émulation des normes des Blancs serait encouragée. On y formera des commis, des instituteurs de couleur ou encore des ouvriers, des artisans ou contremaîtres. Bref, toutes les positions subalternes qui doivent permettre aux entreprises belges installées sur le territoire de réduire leurs coûts. Plus les années passent, plus le pouvoir colonial témoigne de sa volonté de faire du français une langue réservée à l'élite. Dans un deuxième texte régissant l'enseignement, publié en 1938, la Belgique affirme que, pour garantir une éducation efficace, il est crucial d'enseigner dans la langue maternelle ou véhiculaire des indigènes. Néanmoins, l'enseignement du français, ou du flamand dans une très moindre mesure, demeure important dans les niveaux avancés de l'éducation. Il est ainsi encouragé dans les écoles primaires du second degré et les écoles spécialisées menant à des contextes de travail où les contacts avec les populations européennes seront nombreux. L'enseignement de la langue nationale est donc clairement reconnu comme créateur de liens entre les élites indigènes et la métropole. Mais surtout, ce texte renforce la distinction cruciale au cœur de la politique linguistique scolaire, celle entre les écoles rurales et urbaines. C'est dans les écoles urbaines que l'on formera les futures élites qui parleront le français et auront des contacts fréquents avec les populations européennes. Contrairement à la colonisation française, l'administration coloniale belge reconnut donc très tôt l'importance des langues congolaises en tant que langue véhiculaire. Cela ne veut pas pour autant dire que le débat sur la langue à utiliser n'eut pas lieu au Congo. Cependant, contrairement à la France, ce débat fut essentiellement une controverse belgo-belge marquée par l'extrême rivalité entre francophones et flamands. Tout au long de l'histoire coloniale, ces derniers chercheront à imposer leur langue. En vain. Après la Seconde Guerre mondiale, une brève tentative d'instaurer l'enseignement des deux langues est entreprise, sans succès. Face à cet échec, les Flamands se mueront parfois en fervents défenseurs des langues congolaises. Deux positions s'affronteront tout au long de l'histoire du Congo belge. Les assimilationnistes, qui privilégient le français, et parmi lesquels l'on retrouve d'ailleurs de nombreux Congolais, et les indigénistes, qui privilégient les langues congolaises pour diverses raisons. La facilité de conversion, le dépit de n'avoir pas pu obtenir de place pour le flamand, la volonté de réserver le français aux seules élites, la défense des valeurs et cultures africaines, ou encore la volonté d'éviter qu'une langue unique ne facilite l'émergence d'une conscience nationale qui mettrait en danger les intérêts coloniaux. En conclusion, la politique d'enseignement en Afrique coloniale a été marquée par plusieurs tendances évolutives. Initialement, la responsabilité de l'enseignement a largement été déléguée aux congrégations religieuses, avant la mise en place d'un réseau d'écoles publiques où dominait une approche centralisée. Le principal élément de politique linguistique discernable était la volonté des autorités coloniales d'enseigner le français pour former des Africains utiles au développement économique, une main-d'œuvre peu coûteuse et plus facilement administrable par le jeu des divisions entre ethnies rivales. Cette politique d'administration eut cependant des conséquences non négligeables sur le devenir linguistique du continent, car c'est à l'aube des indépendances que le français va se voir attribuer son rôle le plus ambitieux, devenir la langue nationale d'États artificiellement créés où coexistent souvent des centaines de langues locales.